C'est tellement la clinique qui est intéressante, qui est vivante, qui fait du bien. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. En marge. Voilà comment se décrit José Morel Saint-Mars. Et quoi de plus rare et de plus décalé aujourd'hui que d'affirmer de son job que c'est un métier d'où l'on part et revient fatigué, mais toujours de bonne humeur. C'est avec pudeur, retenue et en toute humilité, des thèmes chers à cette clinicienne engagée, que José Morel Saint-Mars est revenue sur son parcours atypique de clinicienne, de fille, de femme et de mère. Entre le Québec et la France, entre les difficultés financières et sa soif d'apprendre, mais aussi entre son rôle de mère et son engagement de clinicienne, José Morel Saint-Mars nous parle en toute simplicité des choses les plus délicates et les plus difficiles qu'elle ait pu rencontrer. Cette analyste nous explique ses grandes conversations avec les bébés, ses rencontres avec certains enfants et surtout son impression d'être toujours à côté, en marge, mais toujours fidèle à ses valeurs. Avec José Morel Saint-Mars, mettez de côté le jargon analytique, celui des grandes écoles et des cabinets de psy cossus de Paris, pour plonger dans une clinique en marge, celle des banlieues, celle de la précarité, celle de la misère, du deuil, de l'inceste aussi, celle où ça rate parfois, mais où il est important de toujours pouvoir y croire. Merci, José Morel Saint-Mars, de me recevoir chez vous, ici à Montreuil, dans votre cabinet, et d'avoir accepté mon invitation pour nous conter votre parcours, votre chemin de clinicienne engagée à plusieurs niveaux aussi, et pas que clinicienne d'ailleurs, peut-être que vous nous en parlerez. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez peut-être vous présenter, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, et comment vous définiriez votre activité aujourd'hui? Je m'appelle José Morel Saint-Mars. C'est un nom un peu compliqué que j'ai repris parce que Morel est un nom très commun, très courant, et que j'avais envie de faire apparaître la dimension étrangère qui est la mienne. Saint-Mars, c'est un nom qui n'existe pas en France, mais qui est québécois. Et que je pense que malgré toutes mes années en France, je reste quand même quelqu'un qui n'est pas tout à fait française et qui n'est plus tout à fait québécoise non plus. Bon, c'est une situation d'entre-deux qui est connue. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bien, il paraît que je suis à la retraite. En fait, je suis à la retraite d'un travail institutionnel, mais donc, je reçois ici pour un travail clinique et avec quelques collègues, on travaille à quelque chose qui est absolument passionnant. Et on a mis en place une permanence dans un centre social de Paris, en lien avec ce centre social. Et on propose des rendez-vous gratuits à la population du quartier. Et ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'on est 7. Et les 7, on est d'accord pour retravailler le cadre sans arrêt. En fait, le cadre se construit en marchant. On essaie d'inventer une pratique clinique qui permette à des gens qui n'auraient pas accès à un espace de parole avec un psychologue ou avec un psy. Quelqu'un dans mon entourage parle de psychiste comme métier, je me dis pourquoi pas. C'est Toscaïès qui parlait de psychiste également. Ah, c'est lui, c'est de là que ça vient, oui. D'accord, je savais pas. Mais ça m'étonne pas parce que la personne de qui je l'ai entendu est quelqu'un qui a sûrement travaillé les textes de Toscaïès. Et puis sinon, j'ai eu une pratique d'écriture qui en ce moment est un peu en panne. Et en ce moment, j'ai une pratique de collage qui me prend du temps. D'ailleurs, je vais montrer mes collages la semaine prochaine. Voilà. Et j'ai très envie aussi, j'ai la chance d'être dans un collectif littéraire qui s'appelle Revue.net et on a la chance de pouvoir organiser des rencontres à la Maison de la Poésie. Et donc, j'ai des moments comme ça où je travaille avec des gens qui écrivent et j'aime bien. C'est très créatif. J'ai besoin de ça. Et alors, pour commencer par le commencement,
Quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de psychologie et ou de psychanalyse, ou lu le mot peut-être? Je me suis demandé, je viens d'un milieu très modeste, ouvrier. Mon père était débosseur. Ici, je crois qu'on dirait carrossier. Carrossier, oui. Comme on dit aussi, ma mère a faiserière à trop d'ouvrages. C'était une époque où, hélas, un homme bien ne laissait pas sa femme travailler, ce qui a sûrement été le malheur de ma mère. Et donc, où est-ce que j'ai pu entendre le mot? Je me suis demandé si c'était pas par la radio ou la télévision. Au Québec, donc je suis née au milieu des années 50, au milieu du baby-boom, on avait une télévision formidable. Et pour les enfants, dont tout le monde se rappelle, qui était extrêmement poétique, extrêmement inventive, rien à voir avec ce que j'ai découvert après qu'on proposait aux enfants. Et il y avait des émissions à la radio, mais aussi à la télévision, de grande qualité, avec des longs entretiens fouillés. Et puis il y avait le dimanche soir, ce qu'on appelait les beaux dimanches, où j'ai découvert le théâtre. Enfin, moi, ma première formation s'est faite par la télé. Donc j'imagine que c'est là que j'ai entendu parler de psychanalyse. Je dois dire que dans ce milieu où j'ai grandi, il y avait quand même une fenêtre ouverte, un milieu très très catholique, peut-être j'y reviendrai, mais ma mère lisait. Et à l'époque, l'Église exerçait la censure sur les livres, et ma mère lisait les livres interdits par l'Église. Bien que très très pratiquante, je me rappelle ma mère lisant Simone de Beauvoir, ma mère protestant contre le fait que, comme elle disait, il suffit qu'il y ait le mot « fesse » dans un livre pour qu'il soit interdit. Et donc les livres sont entrés très tôt dans ma vie. J'ai eu un souvenir très curieux. Le premier jour d'école, j'ai su lire, la maîtresse a fait une leçon et j'ai compris comment ça marchait. Et je me disais, ah, c'est comme ça que ça marche. Je revois la scène. En fait, j'avais un grand frère mes parents avaient réussi, il n'y avait pas d'école maternelle, donc on entrait à l'école à 6 ans. En CP directement? En CP directement. Et pour mon frère aîné, mes parents avaient réussi à lui payer une école privée. Et moi, je mourais d'envie je regardais ce qu'il faisait à l'école et tout. Et j'ai probablement appris les lettres avec lui, en regardant comment on peut faire avec un grand frère. Et je me rappelle de cette leçon où la maîtresse a mis en lien une consonne avec une voyelle. Et je l'ai dit à personne. Et je testais. Et ça, c'est un souvenir magique. Et à la maison, on avait très très peu de livres. Et à un moment donné, je suis tombée sur un livre, ça marchait plus. Ça marchait plus. Alors j'essayais, et j'ai compris après que c'était un livre en anglais. Ah. Voilà. Donc je pense que, en tout cas, plus précisément, psychologie, psychanalyse, j'ai lu 2 très mauvais livres, mais les mauvais livres, des fois, ouvrent des perspectives intéressantes. C'était Les prodigieuses victoires de la psychologie de Pierre Daco en marabout, et après Les triomphes de la psychanalyse. J'ai vu que ce sont des livres qui existent encore, de 99. Ah, d'accord. Des fois, je me dis, il faudrait que j'aille voir ce que ça donne. Et là, évidemment, c'est dans les triomphes de la psychanalyse qu'on sort de là, on a toutes les maladies. Ah, on se oui, reconnaît dans tout. Mais je sais pas, j'avais gardé en tout cas l'idée d'un monde compliqué. J'ai envie de dire que la pensée nord-américaine peut être facilement binaire. Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de westerns à la télé, par exemple. Les bons, les méchants, c'était toujours très clair. Et je pense que ce qui m'a intéressée assez tôt, c'est de pressentir qu'il y avait un univers où les choses n'étaient pas simples. Et je me rappelle que toute petite, j'avais conscience que ce qu'on me racontait, ça marchait pas. Les mères aimaient faire la cuisine. Eh ben non, ma mère, elle aimait pas faire la cuisine. Donc je me disais, mais c'est pas comme ça. Voilà, j'étais déjà un peu décalée. J'étais une petite fille, je rêvais beaucoup. Je lisais, je rêvais beaucoup. Alors après, je pense qu'une autre rencontre importante pour la psychanalyse, ça a dû être Anaïs Nin. Mais ça, je suis plus grande, j'ai 18 ans. Qui est une écrivain, une femme écrivain qui était écrivain et psychanalyste. Elle a dû naître au début du XXe siècle. Ça a été une écrivain sulfureuse. Je ne sais pas si aujourd'hui je l'aimerais autant qu'à l'époque, mais en tout cas, c'est tout un univers. Elle était très fantaisiste, elle fréquentait les milieux d'artistes les plus modernes, les musiciens. Ça me fascinait. Mon intérêt pour la psychanalyse a toujours été associé à mon intérêt pour la vie des arts. Je rêvais de Saint-Germain-des-Prés, je rêvais de la France, de la culture. Voilà, je crois que ça commence comme ça. Quand je termine mes études secondaires, j'ai 15 ans et je dois choisir mon orientation. Déjà à 15 ans? Déjà à 15 ans. Et le fonctionnement il n'y a pas le bac, j'ai pas mon bac.
il y avait un système qu'on appelle les cégeps. On pouvait prendre des dominantes. Je crois que c'est un peu ça qui est en train de se mettre en place ici. On prenait une dominante, donc j'avais pris sciences humaines comme dominante, mais j'avais déjà un peu dans l'idée d'être psychologue, avec en même temps le sentiment que jamais je pourrais déjà faire des études. Il faut que je vous dise une chose qui a été importante pour moi, c'est que, une chance historique, au fur et à mesure que je grandissais, le système scolaire devenait gratuit. Et les règles pour entrer à l'université étaient très claires. Donc pour quelqu'un qui venait sans appui, avec mon frère aîné, on est énormément de cousins, on était comme les premiers à entrer à l'université. Et je dois dire que psycho, c'était une filière sélective. C'était 1 sur 10 qui était admis en psycho. Je dis ça parce qu'après, je vais arriver en France où je vais découvrir que psycho, c'est plutôt la filière pas du tout sélective. Pour la licence. Oui, et la sélection se faisait... Après, au niveau de la maîtrise, mais pas au niveau de la licence, alors que là, c'était... On passait des entretiens. Pour la licence. Pour entrer pour l'équivalent de la licence, qui s'appelle le bac, là-bas, histoire de faire simple. Il y avait une première sélection qui était faite sur les dossiers, et une deuxième sélection qui était faite avec un entretien. C'est une sacrée sélection pour une entrée dans les études supérieures. Oui. Pour entrer à l'université, il y avait, au début, pour tout le monde, il y avait des tests psychotechniques, c'était des figures à déplier. Si on déplie la figure et qu'on les superpose, qu'est-ce que ça fait? Ou des trucs en miroir, ou des textes à trous, fallait trouver le code, ou des proverbes, ou des expressions dont il fallait trouver le sens. Toutes les épreuves de lettres, je m'étais très bien classée, et tout ce qui était géométrie dans l'espace, là, j'y arrivais pas. C'était rigolo parce que je l'ai passé donc la même année que mon grand frère, et lui, il a réussi toutes les épreuves de dépliage ou des rotations dans l'espace. J'ai dû être la dernière. Et par contre, celle de lettres, mais était moins bon. C'est une autre caractéristique de la famille, ce qui m'a fait réfléchir après sur la généalogie, c'est que dans notre famille, les 4 enfants, on a fait des études supérieures, ce qui est pas très fréquent, et ce qui me fait penser que la rupture, c'est ma mère qui l'a faite. Ma mère, qui n'est pas allée à l'école, je crois qu'elle avait à peine fini son cours primaire, par ses lectures, elle a soutenu quelque chose, et c'est elle qui avait une pensée déjà critique, décalée, qui questionnait les choses. Et très ouverte, finalement. Et très ouverte, ouais. Alors, cela dit, elle est décédée pendant que j'étais au lycée, à l'équivalent du lycée. Quand j'arrive au lycée, j'ai déjà entendu parler de la psychanalyse. Ça m'intéresse déjà, parce que je me rappelle que j'ai pris allemand comme langue optionnelle, parce que je voulais lire Freud dans le texte. Alors, comment j'ai entendu parler de Freud? Ah oui, c'est l'arrivée des livres de poche. Les livres étaient très très chers au Québec. En plus, on n'était pas très riches. Je crois pas qu'il y ait eu de psychanalyse à la bibliothèque que je fréquentais. Et par contre, arrivent dans les années 70 les livres de poche. Et là, il y a eu, je me rappelle avoir lu Psychopathologie de la vie quotidienne et Le mot d'esprit, son rapport à l'inconscient. Et je crois que c'est ça que j'avais lu avant d'arriver au lycée qui m'a donné envie de lire dans le texte. Ça n'a pas marché. Ça fonctionnait pas comme la lecture au CP, c'est pas si simple. Non, puis j'ai eu, là je veux dire, j'ai eu un professeur qui aurait dû faire autre chose, mais qui n'était pas fait pour enseigner, parce que je me suis aperçue que j'apprends assez vite à lire. Parler, c'est autre chose, mais pour lire une langue étrangère, j'aurais pu, mais bon. Ce souvenir me fait penser que j'avais déjà lu les livres de Freud dans le livre de poche, Payot. Les livres ont une place extrêmement importante, puis j'étais toujours en avance. La première bibliothèque que j'ai fréquentée, c'est celle de l'église. J'avais 7 ans, je voulais lire La Comtesse de Ségur, il fallait avoir 10 ans. Puis après, je voulais lire Les Sylvie, je sais pas si vous connaissez cette série. Il fallait avoir 12 ans, j'en avais 10. Enfin bon, je pourrais toujours après les livres qu'on voulait pas que je lise. Et après, il y a eu une bibliothèque municipale. J'ai lu tout Molière. Et quand j'ai eu, je sais pas, 13 ans, je pense, ma mère m'a filé sa carte. Et donc, j'allais du côté des adultes. Mais là, j'ai lu n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Ce qui fait que j'ai une espèce de formation en même temps, comme les autodidactes. Ma mère avait une phrase qui était « Lis ce que tu veux, mais parle-en », ce qui est une assez bonne position, je trouve. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'interlocuteurs pour parler de ce que je lisais. Donc ensuite, une orientation... J'ai déjà des cours de psycho qui sont pas du tout intéressants. Et je maintiens quand même mon idée de faire psycho, avec de grands doutes sur le fait que je pourrais devenir psychologue clinicienne. Je pense que j'ai pas la trempe, que c'est trop prestigieux pour moi. J'y crois pas du tout. Ça va me suivre toute ma vie. Voilà.
encore maintenant. Et quelqu'un qui était psychologue qui m'avait dit, mais tu vas passer comme une balle, tu fais ta demande en psycho, je suis sûre que tu vas l'avoir. Et donc ça a marché. Et il y avait 2 universités francophones à Montréal, j'ai été acceptée dans les 2, l'Université de Montréal et celle qu'on appelle l'Université du Québec à Montréal. L'Université de Montréal était plus prestigieuse, mais aussi plus classique. Et l'Université du Québec était c'était un peu comme Nanterre, plus brouillonne. Et c'est là que je suis allée. Il y avait des orientations définies dans chacune des universités? En tout cas, ça n'a pas joué dans mon choix parce que j'y connaissais rien. Et je pense que la psychanalyse avait une plus grande place à l'Université de Montréal, ce que je ne savais pas. Mais je vous ai pas dit, la psychanalyse ne se portait pas très bien au Québec. C'est peu de le dire. Et donc, quand à l'UQAM, l'enseignement est assez déprimant, l'enseignement se fait en français, mais on ne lit à peu près que des choses en anglais. Tous les textes qu'on nous passe sont en anglais. Donc c'est là que je découvre quelqu'un que je relirais bien maintenant, qui s'appelle Carl Rogers, Peter Bloss, enfin quelques psychanalystes américains aussi, mais assez peu. C'est une université où les behavioristes ont la main. Et alors ça, moi, compter le nombre de fois qu'une mère a regardé son bébé, et si elle a tourné la tête à gauche ou à droite, c'est pas franchement ce qui m'intéresse. Quand je finis ma licence et que je cherche quelqu'un pour diriger en maîtrise, il faut que je me trouve un directeur de recherche, une directrice de recherche. Les thèmes proposés aux équipes de recherche sont essentiellement sur les animaux, la motivation chez le saumon. Oui, il y avait plein de choses sur la désensibilisation de la peur des serpents. À Montréal, c'est extrêmement utile. Et le seul endroit où on pouvait travailler avec des humains, il y avait une branche très forte de travail avec Piaget, dans la lignée des travaux de Piaget. Et il y avait des gens qui avaient beaucoup travaillé, notamment en Afrique. Donc je me suis dit, je vais aller du côté du développement de l'enfant. Et puis, mais les cours de clinique, il y avait quasiment rien. Oui, et pourtant, d'emblée, c'est la psychanalyse qui vous parlait ou l'orientation n'était pas définie pour vous? Ce qui m'intéressait, ça a toujours été la clinique. En fait, ça commençait, c'est en maîtrise. À l'époque, en maîtrise, on était mis au travail avec des patients dans des... Oui, vous n'aviez pas eu de stage en licence? Non, moi je m'en suis inventée. Il y avait un organisme de santé mentale qui organisait du travail avec des mères seules avec des enfants, et ils avaient besoin d'étudiants pour s'occuper des enfants pendant que les mères étaient en réunion. Et là, moi, je sais que j'avais fait ça et que ça m'avait bien intéressé d'observer les enfants, comment ils faisaient. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les humains. Oui, c'est ça. Ah oui, pour la maîtrise, il y avait un prof qui était intéressé par la question du jeu. Donc, j'avais proposé un sujet sur le jeu. Moi, je voulais absolument travailler avec des humains. Et des enfants plus particulièrement ou pas? Probablement, oui. Ouais. Je pense que les enfants, c'est apparu assez tôt. Ce qui est probablement d'ailleurs une caractéristique des gens qui viennent de milieux modestes, où on se dit qu'on va commencer avec les enfants plutôt que... Je sais pas. Alors que c'est pas plus simple. Hein? Non, c'est pas si simple. Oui, ce que j'allais dire, c'est que dans ma formation, dans ces 3 premières années là, qui correspondent à la licence, on a eu un cours sur Freud, un très mauvais cours sur Freud qui présentait les stades anal, oral, anal, dans l'ordre, un truc inutile, pas intéressant. Une présentation encore une fois très théorique. Très théorique et pas sensible du tout. Et une fois, un prof nous a parlé de Jacques Lacan. Et ça m'avait ébloui, parce que je me rappelle encore du prof, je me revois encore dans la salle, je revois encore... Comment s'appelait-il? Elle s'appelle Hélène Richard. Et je trouvais ça... Voilà, ça m'intéressait, ça. C'est tout. Après, plus jamais entendu parler de Jacques Lacan, du temps où j'étais à l'UQAM. Donc vous étiez encore une fois en quelque sorte en décalage avec ce qui était proposé, puisque vous recherchiez de la clinique, de l'humain, comme vous dites. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que je travaillais à plein temps, et donc j'avais peu de contact avec d'autres étudiants. J'avais pas beaucoup la possibilité de me faire des amis, ou en tout cas des compagnons d'études. Pour payer vos études, c'est ça? Pour vivre. Ah oui. Mm-hmm. J'ai quitté la maison à 18 ans. Donc je travaillais toute la journée. L'UQAM m'offrait la possibilité de faire tout le cursus par le soir. Ah, le soir, d'accord. Donc je travaillais la journée, puis j'arrivais... Vous aviez des sacrées journées. Ouais, quand j'y repense. Et votre mémoire de master, alors, portée sur Piaget? Eh bien, j'étais partie pour... Alors, non, on n'avait pas de stage, mais on pouvait faire de la recherche. J'ai fait un peu de recherche avec ce professeur, un des professeurs qui travaillait dans la lignée de Piaget.
Et je me rappelle être allée au domicile de famille pour compléter des protocoles, des enfants qu'on n'avait pas eu le temps de revoir, mettons, pour une dernière séance. J'ai découvert que la recherche, c'était pas pour moi. D'abord, parce que je trouvais qu'on passait beaucoup de temps à prouver des choses qu'on savait déjà. Mais surtout, c'est que je me rappelle que ce que je devais évaluer, le dispositif était destiné à évaluer à quel moment un enfant peut prendre en compte ce que l'autre pense ou voit. Et tout dans ce qu'il y avait des interactions entre l'enfant, sa mère et moi montrait que cet enfant maîtrisait parfaitement l'idée que l'autre... Mais il échouait à toutes les épreuves. Et j'avais aussi été extrêmement sensible au rapport de ces mères avec cet enfant qui tout à coup prenait une valeur parce que des gens de l'université venaient. C'est dans un milieu très le même que celui où j'avais grandi, un milieu très modeste. Et là, je vais vous dire deux choses. L'une, c'est que je crois que j'étais encore au cégep. J'avais lu une série d'articles dans la presse de quelqu'un qui décrivait la situation des enfants dans les quartiers défavorisés et qui déplorait le manque de psychologues scolaires. Donc oui, les enfants, ça fait longtemps que je l'avais en tête. Et je m'étais dit, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des études et moi je ferai ça. Je travaillerai avec les enfants défavorisés. Ce que j'ai fait. Et après, sur le travail à domicile, entre la première année et la deuxième année d'université de psycho, j'ai pris une année sabbatique pour voyager d'abord, et puis après j'ai cherché du travail. Et pendant quelques mois, je me suis retrouvée dans un centre communautaire qui travaillait avec des personnes âgées. Mais une partie de mon travail, c'était d'aller chez des gens à la retraite, proposer les services du centre social. Et donc, j'allais dans un assez grand territoire de Montréal. Au Québec, les listes électorales à l'époque étaient affichées sur les poteaux de téléphone. Et donc, on relevait le nom des gens où c'était écrit retraité, on allait sonner. Et on proposait les... c'est quand j'y pense. Et là, j'ai découvert tout. L'inceste, la misère, la folie. Et sans supervision, avec mon 19 ans tout mouillé, j'ai découvert que la sexualité, ça dépassait largement 30 ans. Ah oui, j'ai beaucoup appris. Et je crois que cette expérience a fondé mon intérêt pour l'humanité dans toute sa diversité et mon intérêt pour la clinique. Alors c'est la dame qui a 19 ans, 19 ans, pas de supervision, se débarque et qui me raconte qu'il y a des petits bonhommes verts qui sortent par les prises de courant. C'est l'autre qui relève sa jupe pour me montrer ses cicatrices des 23 opérations qu'elle a eues. C'est cet homme qui a été marin sur toutes les mers du monde et qui vit maintenant dans une chambre minuscule et dont je perçois la solitude. En fait, c'est que je percevais les choses. Je crois que ça a été à la fois traumatique parce que je percevais, je sentais, mais je n'avais pas les moyens d'élaborer et c'était pas prévu en plus. Vous n'étiez pas accompagnée pour ça? Pas du tout. Une des pires scènes, c'est cet homme qui nous avait reçus avec sur les genoux une fillette qui devait avoir 13-14 ans et maintenant je lis la scène incestueuse, mais à l'époque elle n'allait pas à l'école. Non, on ne va pas à l'école. Et ça, j'y ai repensé il n'y a pas si longtemps. J'y ai repensé quand j'ai à nouveau travaillé à domicile ici en Seine-Saint-Denis. Alors, à la fois ça a été traumatique, mais en même temps ça m'a probablement confortée dans mon désir de travailler comme clinicienne et de faire quelque chose de ce que vous aviez entendu finalement. Oui, et ça a probablement aussi contribué à me rendre compliqué mon insertion dans le monde de la psychanalyse. Parce que c'est pas le monde du beau divan et... Comme on pourrait le penser classiquement quand on pense psychanalyse. Oui, avec les séances très chères et tout. Le beau cabinet parisien avec le divan. Et voilà, les objets en or sous vitrine et ce genre de choses qui existent. J'en ai rencontré. Pas chez mes psychanalystes. Voilà. Ce sont pas ceux qui vous ont parlé en tout cas. Voilà. Et donc à l'époque, j'ai fait une première. Donc je vous ai dit. Vous avez entendu que ma mère est décédée pendant que j'étais au lycée, l'équivalent du lycée, et ça s'est passé à une période extrêmement trouble de l'histoire du Québec. Au même moment, on a eu la loi des mesures de guerre. Il y avait des mouvements indépendantistes, il y a eu des enlèvements, il y a eu des morts. Il y a le char d'assaut qui a débarqué dans la cour du cégep. Enfin, une période extrêmement tendue.
En fait, c'est la première fois que je fais le lien. J'ai retrouvé cette même ambiance tendue dans la ville après les attentats du Bataclan, du Bataclan, du stade de Saint-Denis et tout ça. C'est une ville qui... Une tension. Une ville tension. Et en même temps, il y avait le drame familial. J'allais pas bien. Et donc, j'ai fait un premier travail thérapeutique. Donc là, vous aviez quel âge ? Quand ma mère est morte, j'avais 16 ans. Et arrivée à l'université, il y avait un service un peu l'équivalent du BAPU. Et donc, je suis allée voir là quelqu'un que j'ai vu un peu. Une clinicienne. Une clinicienne qui ne se disait pas psychanalyste à l'époque, mais qui après, j'ai vu... Je sais pas si elle se le disait pas parce qu'elle l'était pas encore, mais en tout cas, après elle s'est inscrite comme... À l'époque, c'était une psychiatre. Voilà, un premier travail... Je dirais que ce premier travail, ça permet juste de séparer les différentes émotions, de s'y retrouver. Est-ce qu'on est en colère, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on est... D'accord. Puis on peut être les deux, mais enfin de sortir un peu de cette espèce de... Commencer à parler de vous aussi, peut-être, à ce moment-là. Oui. Mais parlez-moi... Alors, Voilà, c'est marrant les liens qu'on fait quand on... Quand on refait le chemin. Oui. J'ai bénéficié tout au long de ma vie d'amitiés extraordinaires. Donc, à l'école secondaire... Le jour de la rentrée, j'ai rencontré une fille avec laquelle je suis encore amie. Et dans les années qui ont suivi, j'en ai rencontré 2 autres. Donc j'ai encore 3 amis de l'école secondaire. Donc ça fait plus de 50 ans qu'on est amis. Et on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Et l'une des 3, j'ai cohabité avec elle quelques années à Montréal quand j'étais étudiante à l'université. Ça a été extrêmement structurant et protecteur et important pour moi. Enfin, j'ai pu en créer d'autres ici en France. Vous n'étiez pas seule finalement dans ces études aussi. Voilà. D'ailleurs, c'est Elisabeth Bourget, donc, qui est auteure de théâtre. C'est elle qui m'avait fait lire, m'a fait découvrir Anaïs Nin. Ah oui, et puis il y a Proust. Ouais, je lisais beaucoup. Oui. Des rencontres, finalement, comme vous disiez, littéraires aussi. Oui, oui. J'ai un côté marathonien dans mes lectures. Donc, j'ai lu toute La Recherche du temps perdu 2 fois et probablement 3. Je rentre dans des univers. Voilà. J'ai toujours lu tout. Des romans photos, Et peut-être c'est ce qui vous a permis, même pendant vos études de psychologie, de ne pas adhérer à un courant ou à un autre, finalement, mais de tracer votre chemin. Probablement, parce que il faut que je vous dise qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes modèles, comme écrivains ou comme n'importe quoi. Enfin, pas de films écrits par des femmes, des films réalisés par des femmes peintres. Et je sortais d'une société où un homme bien laisse pas sa femme travailler, ou... De toute façon, quand je suis arrivée en France en 75, je pense qu'une femme a pu travailler sans l'autorisation de son mari. Enfin, faut se remettre dans ce que c'était à l'époque. Et je dirais qu'avec les amis, je pense que notre objectif, c'était, on voulait réussir aussi une vie professionnelle, on voulait une vie personnelle. Et ça nous tenait beaucoup. Et donc voilà, quand je dis que j'ai avancé, au fur et à mesure que j'avançais, et quand j'ai commencé, l'espoir c'était de faire les 4 années, puis après d'aller travailler. Mais comme j'aurais été dans une école secondaire de bonne qualité, peut-être d'avoir un meilleur travail. Et voilà. Et puis quand j'ai terminé ces 4 années-là, la suite était devenue gratuite. D'accord. Et quand je suis arrivée à l'université, oui, il y avait les frais d'université, mais qui n'ont rien à voir avec ceux des États-Unis. Et il y avait des pré-bourses possibles. Et ce que je disais, c'est que les règles pour entrer, c'était vous venez vous inscrire tel jour. Quand je suis arrivée en France, je comprenais rien. J'arrivais le jour du début de l'inscription, les séminaires étaient déjà pleins. C'est compliqué. Et par exemple, le CAM où j'étais favorisait les études pour les gens qui travaillaient. Eh bien, les bibliothèques sont ouvertes le soir, les week-ends et pendant les fêtes. Moi, j'arrive ici, et la bibliothèque était fermée le soir, les week-ends. Oui. Quand j'étais pas... Voilà. Bon. Ah, donc vous avez eu votre diplôme ? Alors, j'obtiens ma licence, l'équivalent de la licence, le bac, et j'étais une bonne élève. Mais comme je fréquente pas, je socialise pas, comme on dit aujourd'hui, je suis pas tellement connue, je suis pas repérée. Et je fais une demande de bourse qui m'est refusée. Donc vous n'entrez pas en master parce que pas de bourse ? Je dois être la meilleure élève de la promotion quand ils me prennent. Bah oui. Et je me dis, puisque c'est comme ça, je vais partir à l'étranger. Et
d'ailleurs savoir, puisque comme j'étais assistante de recherche à l'université anglophone, la personne pour qui je travaillais, Norman Segalovich, je me rappelle, il avait lui étudié à Moscou. Alors que je parlais pas un mot de russe, évidemment. J'ai fait une demande à Moscou, Liège, Paris et Genève. Ça, c'était donc fin de la 2e année de la licence. Et puis, il s'est passé une année, ma 3e année. J'ai commencé la maîtrise à Montréal, à l'UQAM. Et donc, je vais faire ce travail sur le jeu et commencer à travailler dans une institution avec des patients et tout ça. Et à ce moment-là, je reçois d'abord une réponse de la France qui me dit « C'est bon, vous avez la bourse, il faut être là la semaine prochaine ». Et puis, après coup, je crois que j'étais déjà arrivée à Paris quand, je sais plus si c'est Genève ou la Belgique, mais j'étais déjà à Paris. Je vais au consulat de France, toujours ignorante comme je suis, et je tombe sur un jeune homme qui sûrement n'était pas du même milieu que moi. Je lui dis voilà, j'aurai la bourse, voilà la bourse qu'on me propose. Moi, ça me paraît pas beaucoup, mais est-ce qu'on peut vivre avec ça? J'ai pas de grands besoins. Mais... Il me dit ah oui, vous pourrez. Des clous. Je lui dis, j'ai pas de famille, ma famille peut pas m'aider, mais voilà, je suis toute seule. Et donc, me voilà arrivée à Paris avec ma bourse. Je me rappelle, les débuts, c'était difficile. Enfin, ce qui m'a sauvée, c'était les livres, parce que j'étais romantique, donc c'était, voilà, à Paris. Et mais quand j'avais à choisir entre prendre un café ou payer le timbre pour envoyer une lettre, bon, j'aurais aimé que ce soit plus confortable. Et ça se passe pas bien quand j'arrive à Paris, parce que l'administration française étant ce qu'elle est, j'ai bien une bourse pour être en maîtrise, mais on m'admet en 2e année de DUG, notamment parce que l'UQAM est une université récente et qu'ils l'ont pas dans leur cahier d'équivalence et tout. Donc vous devez refaire une année? Je suis allée à l'ambassade du Canada. Bon, le premier que je rencontre, le sale type de l'époque de MeToo. Il aurait des emmerdes. Ma mère nous avait légué un sens du nom assez prononcé. Et finalement, je rencontre quelqu'un qui est bien et qui me dit on peut faire pression sur l'université. Je devais aller à Paris 5 pour qu'elle te prenne en maîtrise. J'ai une bourse pour faire ma maîtrise. Ou alors, tu peux aller à Villetaneuse, qui est prêt à te prendre. C'est pareil, pas d'appui. Maintenant, j'aurais dit, mais oui, vous faites les pressions. Je saurais aujourd'hui que ça n'aurait pas d'incidence. Mais moi, j'ai eu peur que ça ait des incidences. Et donc, j'ai dit, bon, je vais aller à Villetaneuse. Mais alors, quand on arrivait de Paris, du quartier latin, qu'on arrive à Villetaneuse, arrêt de bus, cimetière. D'accord. À l'époque, c'était tout neuf, donc c'était dans le champ. Il y avait moins de livres dans la bibliothèque qu'il y en avait dans les bureaux de mes profs à l'UQAM. Et là, je découvre que les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils savent pas quoi faire. Ça a été terrible, terrible. Une sacrée arrivée en France. Ah, bienvenue, l'arrêt de bus cimetière. Là, Et à l'époque, il n'y a pas le métro à Paris aujourd'hui, il va jusqu'à Saint-Denis, mais à l'époque, il va pas si loin. Enfin, bon, tout ça, c'est compliqué. Et là, par contre, une grande chance, il faut faire un stage. J'obtiens un stage au CMPP de Saint-Denis. Et là, merveille, bonheur, heureusement, ça m'a sauvée. Je rencontre des psychanalystes. Le CMPP est dans un quartier qui s'appelle les Francs-Moisins, qui est toujours un quartier de gens en fragilité. Et je découvre que la psychanalyse, ça peut concerner les gens, ça peut concerner les banlieues, et les gens des banlieues. Et là, je suis très très impressionnée par les gens qui sont là. Je me rappelle d'une qui allait au séminaire de Lacan. Lacan, je suis arrivée en France en 1976. Lacan est encore vivant. Je l'ai vu une fois. Lors d'un séminaire? J'ai essayé d'aller à son séminaire. J'ai vu un vieux monsieur qui faisait des gribouillis au tableau. Mais je trouve que j'ai réagi pas mal. Je me suis dit, t'arrives 15 ans trop tard, c'est pas grave. Vous avez vécu la dissolution de l'école, alors? Alors moi, j'y étais pas. J'étais pas dans ces cercles-là. Donc, mais oui, j'ai eu connaissance parce que D'accord, il meurt en 80. Non, dissolution c'est 80 et il meurt en 81. Oui. Et Sartre meurt en 80. Enfin, les grandes figures, là, j'ai raté beaucoup de choses, mais quand on sait pas, qu'on n'a pas les réseaux, qu'on n'a pas les codes, voilà. On fait ce qu'on peut. C'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, ce stage Il y a eu des rencontres à plusieurs niveaux pendant le stage. Des psychanalystes, et puis je découvre d'autres métiers, les psychomotriciens, les éducateurs, les psychologues scolaires, bon,
tout ça Et des patients aussi. Et des enfants, pas au début, pas pendant le stage. J'assiste aux réunions, je vois les conflits, bon, tout ça. Et mon premier poste a été dans ce CMPP. Alors, entre-temps, moi, je travaille à la FNAC. Je suis d'abord au rayon sciences humaines, c'est le bonheur parfait. Alors, j'ai travaillé dans la première FNAC, qui était un lieu extraordinaire, un mélange de gens sans papier, dont j'étais, de gens venus du monde entier, de gens qui étaient passés par la Borde, de militants contre la guerre du Vietnam, de gens en lien avec Vincennes. Et tous les gens qui étaient là étaient créatifs. Le bonheur. Je suis passée à la FNAC Forum des Halles, où j'ai fait l'ouverture. Je me rappelle avoir installé les livres. Dans le temps, il y avait une vraie librairie. Et je me rappelle, j'avais mis tous les Freud en paillot avec les couleurs flashées dans le couloir pour qu'on les voit bien. Bon, le responsable trouvait qu'il fallait faire autrement. Mais je raconte ça parce qu'à l'époque, on attendait les livres de psychanalyse. Je me rappelle d'une collection du chant freudien au Seuil, il y avait très peu de livres qui paraissaient. C'était un bonheur, ces livres qui arrivaient un par un. C'était une belle époque. C'était la fin d'une belle époque, je pense. Voilà. Et là, je retrouvais le Paris qui m'avait fait rêver. Donc, je découvre la psychanalyse in situ. Je finis ma maîtrise à Villetaneuse, Paris 13. Et probablement, chance pour moi, il n'y a pas de 3e cycle à l'époque. Donc, pour faire le DESS, qui à l'époque était le diplôme nécessaire pour travailler comme psychologue, il faut que je trouve une autre université qui va vouloir m'accepter. Et là, j'ai la chance d'être acceptée à Paris 7. Je reviens en arrière. Quand j'étais au CMPP stagiaire, un des psychanalystes, Michel Chaoul, m'avait dit « Tu devrais aller à la Borde ». Et est-ce qu'il m'a aussi parlé de Fréchine? Je ne sais plus. Et moi, j'avais lu un livre de Maud Manoni, où elle parlait qu'il prenait des stagiaires. J'avais écrit, et j'ai donc obtenu un stage d'1 mois près de Limoux, dans le sud de la France, avec des enfants de l'école de Bonneuil, que dirigeait Maud Manoni à l'époque. Et puis, le mois d'après, alors je ne sais plus comment s'est fait le passage de la Borde à Fréchine, mais en tout cas, j'étais stagiaire à Fréchine. C'est là que j'ai découvert la psychothérapie institutionnelle, mais finalement pas tant que ça. Mais j'ai appris une chose importante, en tout cas, à Fréchine, c'est que la folie existait. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'à l'époque où j'étais à l'Université du Québec, à Montréal, c'était les années force de l'antipsychiatrie. Vous avez fait des rencontres de patients qui ont pu vous marquer ou... Oui, et puis j'apprends des choses comme je me rappelle de comment la bonne volonté suffit pas. Je pense à une patiente qui ne se lavait pas, qui changeait pas de vêtements, et moi maladroitement j'ai insisté pour qu'elle change de pull. Voilà. L'autre chose que j'ai apprise dans ce stage, c'est que le mauvais caractère, c'est pas de la folie. Parce que, évidemment, c'est une clinique où il n'y avait pas de blouse blanche, donc le premier temps qu'on est là, il faut démêler qui est soignant et qui est soigné. Je me rappelle de quelqu'un, je me dis, ça c'est sûr, ça c'est un patient. Ben, pas du tout. C'est pas la même chose d'avoir mauvais caractère, de se mettre en colère, d'être ronchon, ou je sais pas quoi. Là, c'est quelqu'un qui avait vraiment très mauvais caractère. Mais avoir mauvais caractère, c'est pas être fou. Je me rappelle d'une autre rencontre. C'était une femme qui tenait le standard. Et je la trouvais parfaitement normale. Je voyais pas quel était le problème. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'est qu'il ne pouvait pas sortir de la clinique. Et il n'était bien que dans ce lieu qui était un asile au sens protection. Puis après, j'avais parlé un peu avec cette femme qui m'avait raconté qu'elle avait acheté une robe de mariée parce qu'elle allait se marier avec son psy. Enfin bon, il y avait des choses comme ça, mais oui, ça m'a déplacée. C'était important. J'étais quand même très décalée. Par exemple, à Fréchine, il fallait payer pour la nourriture et l'hébergement. Mais moi, j'avais pas un rond. Donc, on m'a proposé d'être la babysitter. Comme c'était l'été, c'était au mois d'août, il y avait un des médecins de la clinique qui avait ses enfants qui étaient là. Donc, dans mes heures libres, je m'occupais des enfants. Encore les enfants. Encore les enfants. Ah, ils étaient formidables, ces enfants. Je crois que le travail avec les enfants repose sur une capacité qui ne s'apprend pas. J'ai longtemps travaillé en crèche collective, ça je faisais rire le personnel, parce que quand il y avait des nouveaux jouets, moi je les testais. Regardez, la psychologue. Et le stage avec les enfants de Manoni, ça a été très très difficile pour moi. J'étais très mal à l'aise. Je suis pas à l'aise à la campagne. Et on était donc dans le sud de la France, en camping, j'aime pas le camping. Parmi les enfants qui étaient là, il y en a un qui était mutique. Et à un moment donné, on était au café, puis il fallait commander quelque chose. Puis je dis au petit garçon, mais si tu me dis, je sais pas comment je peux savoir ce que tu veux si tu dis pas. Et là, il a dit un Ricard.
Et aujourd'hui, j'appellerai le garçon, je dirais un Ricard d'enfant, s'il vous plaît. Enfin, je saurais quoi faire, mais là, j'ai envie de trouver... Voilà, je m'étais perdue en forêt avec un autre. Oui, puis les gens voulaient toujours que je fasse la cuisine. Fais-nous de la cuisine comme au Québec. Moi, j'avais honte. On ne mangeait pas très bien, je sais pas. Et votre maman n'aimait pas la cuisine, vous disiez. Et puis la pauvreté par-dessus, non, j'ai les patates. Ça peut être très bien cuisiné. Ça peut être très bien cuisiné, mais je savais pas faire la cuisine, je savais pas. Puis j'étais impressionnée par la cuisine française. Et puis il se trouve que dans mon trajet, j'ai rencontré l'homme qui est devenu le père de mes enfants, qui lui fait la cuisine. Lui, c'est son sincèrement, c'est son truc, c'est sa passion. C'est vraiment quelqu'un qui faisait très très bien la cuisine. Donc moi à côté, non. Mais j'ai appris avec lui maintenant. Mais, enfin, non, c'est resté. C'est pas une passion chez vous. C'est pas une passion et je suis toujours assez mal à l'aise quand je dois inviter des gens à manger. Bon. J'aime bien quand on se retrouve au restaurant. Enfin, des stages voilà. Qui vous ont marqué en tout cas. Oui. Et puis oui, je découvre aussi les gens qui ont quitté Paris pour vivre à la ferme. Alors, je vous ai pas dit, mes 4 grands-parents étaient paysans. Ils étaient 12 enfants chez mon père, donc il n'a pas pu garder la terre, mais je pense que c'est ce qu'il aurait aimé. Et je connaissais les travaux de la campagne, je connaissais la vie de la campagne, et ça me faisait pas rêver. Je savais que pour moi, c'était pas un rêve. Moi, ce que j'aimais, c'était la liberté de la ville. En plus, j'ai habité sur la rue Saint-Denis, qui est comme l'équivalent de la rue de Rivoli à Paris. Et donc, le premier métro qui a été construit, c'était au coin de la rue chez moi. Donc, très vite, j'ai pu circuler. Puis bon, avant, il y avait l'autobus. Enfin, voilà, je me sens libre. Bizarrement, il y a des gens qui se sentent libres à la campagne. Moi, c'est à la ville que je me sens libre. Et surtout, pas dépendante des adultes. Et oui. Plus j'avais une mère qui nous laissait assez libre. Donc, bon. Ma mère avait envie d'avoir des filles aventureuses. J'étais pas le modèle qu'il lui fallait, mais... j'ai bénéficié en partie de cette liberté. De lecture, de déplacement. Oui, c'est précieux. C'est un héritage. C'est un héritage. C'est la part de l'héritage qui me va bien. Donc voilà, les premiers stages. Donc je fais ma maîtrise. Je suis acceptée en DESS à Paris 7. Ça se passe pas très bien. Je suis enceinte. Je travaille à mi-temps. J'accouche pendant l'année de DESS. C'est une période où on travaille beaucoup sur les traductions de Freud. On revoit les traductions de Freud. Je vois pas l'intérêt. Je l'ai vu après, mais à ce moment-là, je connais pas assez l'œuvre de Freud pour voir la différence que ça fait. Je comprends pas comment fonctionne l'université. J'ai l'impression que c'est un lieu de copinage et d'entre-soi. Moi, évidemment, j'essaye de venir travailler à la bibliothèque. Je suis enceinte, j'ai beaucoup de trajets pour aller à l'université. J'arrive, c'est fermé parce qu'on sait pas quoi, c'est pas annoncé d'avance. Enfin, je trouve que les étudiants, on n'est pas très bien traités. Enfin, je me sens pas bien traitée comme étudiante. Je suis assez malheureuse, je comprends rien. C'est compliqué. C'est pas un succès. Vous validez tout de même votre année. Oui, je valide mon bébé au milieu. Avec bébé mois de mars. Qui venait de naître. Au mois de mars. D'accord. Pendant les vacances de Pâques. Oui, au milieu de l'année. Ouais. Je me rends pas compte. Et attendez, la plus grande folie que j'ai faite, c'est qu'une fois ce bébé né et mon diplôme obtenu, donc un tout petit bébé quand même, je demande à passer à plein temps. Parce que ce qui est justifié pour moi... CMPP. Je travaillais à la FNAC à l'époque. À la FNAC. Je demande à passer à plein temps parce que être étudiante, faire mon DESS, pour moi, ça justifiait à mi-temps, mais pas avoir un bébé. Et ça, c'est merci Simone de Beauvoir. Moi, j'ai une dent contre Simone de Beauvoir. Les pages de Simone de Beauvoir sur la maternité et le discours qu'il y avait à l'époque. Et ah oui, ça, c'est... je serais toujours en colère. Sachant que vous avez fait votre soutenance, j'imagine, en juin, votre soutenance de mémoire, ouais. Avec votre bébé qui avait 3-4 mois. Non, j'ai fait en septembre. Parce que j'ai fait, oui. Mais je me revois travailler avec mon bébé sur les genoux. Par contre, mon bébé m'aidait. Ça m'a aidé pour écrire, d'avoir ce bébé. Ça me donnait une tranquillité. Je le dis parce que je trouve qu'on dit toujours que les enfants, ça empêche, mais les enfants, ça donne aussi de la force. Oui. Beaucoup. De la force ou de la paix intérieure. Et puis j'avais un bébé qui dormait la nuit. S'il dormait pas la nuit, ça fait beaucoup, ça. Je l'ai pas su. S'il dormait pas la nuit, je l'ai pas su. Moi, je dormais.
Donc, je passe mon diplôme. Ah oui, le dernier stage que j'ai fait m'a dissuadée d'être psychologue. C'était une catastrophe. J'étais stagiaire dans un hôpital où les psychologues faisaient essentiellement passer des tests, où on n'écoutait pas les enfants. Et je m'étais dit, je préfère continuer à la FNAC que de travailler comme ça. Et ils se disaient beaucoup que je trouverais pas de boulot, machin, tout. J'ai une politique qui est... Je vais au bout de ce que j'ai commencé. Donc, je finis péniblement mon DESS. Votre cursus voilà. Universitaire. En me disant, t'arrêtes pas au milieu, tu finis. Je retourne à la FNAC et là, des gens sont venus me chercher du CMPP. Alors après, j'ai su que c'était des histoires politiques. Peu importe. En tout cas, j'ai travaillé. J'ai fait un remplacement d'une année au CMPP de Saint-Denis, où là, j'ai les premiers patients. Ça, c'est merveilleux. Je suis à ma place. Je doute, évidemment, mais... Mais là, ça vous parle. Ah bah oui, oui. Je me rappelle de... Oui, on se rappelle des choses qui marchent quand on démarre. Ça peut pas se répéter, mais une petite qui venait très très timide, qui bougeait pas, qui voulait rien. Tu veux jouer à quoi? C'est pas, veut pas faire de dessin. J'ai pu 2-3 fois comme ça, puis la 4e fois, rien. J'ai dit bon ben dans ce cas-là, on arrête. J'ai reçu 10 minutes. Et la fois d'après, mais ça a été extraordinaire. C'était une explosion de dessins, de jeux. J'avais même fini par demander, je pourrais pas travailler dans la salle de psychomotricité parce qu'ils voulaient faire du ballon. Et je me rappelle une petite fille d'origine sénégalaise. Je continuais à lire beaucoup. Et j'avais lu quelque chose sur qu'il y a des djinns qu'on entend et des djinns qu'on voit. Les esprits, c'est ça? Voilà. Et je savais qu'elle était arrivée en France depuis pas très longtemps. Elle avait, mettons, 11 ans, mais elle était arrivée quand elle avait 8 ans. Donc je lui demandais, mais c'était comment quand tu étais là-bas? Et je lui avais dit, mais et les djinns, chez toi, on les voit ou on les entend? Et là, c'est pareil. Les souvenirs que j'ai, ce sont ces interventions ou ces questions qui ouvrent tout à coup les gens. Ça, c'est des expériences très fortes. Il y a rencontre. Il y a rencontre. Et puis, il y a des choses drôles de transfert. Je pense à un petit garçon que je voyais le matin à l'ouverture du CMPP. Ça devait être à 8h le matin, ou 8h30. Enfin, non, pas 8h. Faut exagérer. Ça devait être 8h30. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le box où je travaillais était à côté de la salle de réunion et le matin, les gens préparaient le café et à l'époque, je vivais pas sans café. Si ça avait été un produit interdit, j'aurais eu des problèmes avec la loi. Et évidemment, j'ai pas le temps de prendre un café. Et il y a des fois des enfants un peu ennuyeux. Donc ils venaient, ils faisaient un dessin, ils parlaient pas. Et donc il dessinait, il faisait son dessin. Et tout à coup, je baisse les yeux sur sa fille. Il avait fait une scène de western et c'était écrit café sur la porte. Ça m'avait réveillée. Et après, on a mieux travaillé. Enfin, ça vous a réveillé et ça a réveillé quelque chose oui, vous. Oui, quand même, il se passe quelque chose. Donc. Je me rappelle de, justement pour cette petite fille-là, avec qui la question des djinns avait ouvert quelque chose, le CMPP fermait autour du 14 juillet. Et le dernier jour, j'avais peut-être 7 rendez-vous. Et les 6 premiers, aucun n'est venu, parce qu'on était déjà donc en période de vacances scolaires. Puis on se dit, mais c'est pas la peine que je reste, je m'en ai dit, mais le 7e est venu. Et c'est un père qui était venu très cérémonieusement m'offrir un vase qu'on garde toute sa vie, qu'on n'aime pas particulièrement, mais me remercier de m'être occupée de sa fille. C'est des beaux moments. Oui. C'est des moments aussi où on se dit, j'ai bien fait de tenir, quoi, de pas partir, de dire non. Et quand je travaillais à domicile, des fois c'est très difficile de tenir, mais j'ai dit que je venais, peu importe l'endroit, il faut que j'aille. Quelqu'un m'attend et... Vous avez travaillé donc en CMPP, puis à domicile, c'est ça? Et après, non. Mon bébé est entré en crèche et on a su à ce moment-là qu'il y avait des psychologues de crèche, que je ne savais pas. Mon bébé était dans une crèche du département de la Seine-Saint-Denis et donc j'ai postulé. Et là, c'était très, très curieux parce que je n'ai pas su à quel moment je passais l'entretien d'embauche. En tout cas, j'ai été embauchée. Et là, pareil, merveille. À l'époque, il y avait une puéricultrice qui recevait les candidats et après, une psychologue de l'équipe nous rencontrait. Je me rappelle quand j'avais discuté avec cette psychologue, c'est comme si je découvrais qu'il y avait un travail qui était exactement celui dont je rêvais. Donc en milieu populaire, en crèche et en PMI, donc avec des petits-enfants. Et puis il y avait un effet miroir avec cette femme qui était plus âgée que moi, mais qui avait 2 enfants qui habitaient Montreuil. Voilà, on était de part et d'autre d'une bretelle d'autoroute. Et puis, cette femme, elle était lumineuse, elle n'était pas du tout psychanalyste. Et elle avait fait partie des premières psychologues qui avaient travaillé en Seine-Saint-Denis. Et c'était une rencontre avec
Claude Ayou, donc cette femme. Mais aussi, quand vous m'aviez proposé qu'on se rencontre, j'ai réalisé que une rencontre extrêmement importante pour moi, ça a été l'équipe de psychologues de Seine-Saint-Denis, qui travaillait en crèche et PMI. L'année où j'ai été embauchée, nous avons été 12 jeunes psychologues à arriver. Et j'ai retrouvé là la solidarité qu'il y avait quand j'étais au collège. Et on a avancé ensemble. Et qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Qu'est-ce que ça a été formidable de... J'ai souvenir d'une soirée, on était quelques-uns là de cette nouvelle bande, et on se racontait nos ratages. Et on a ri. Et ça fait tellement de bien, ça ancre le désir en même temps. On sort d'une espèce d'idéal de pureté, les enfants qui veulent pas venir, les enfants qui disent non, et puis le personnel qui vous guette à la porte pour voir comment ça s'est passé, enfin bon, tout. D'ailleurs, je suis arrivée en 82 dans ce service. En 84, avec d'autres, on a créé l'Association nationale des psychologues de la petite enfance, qui vit toujours d'ailleurs. Et ma grande chance, quand je suis arrivée, je l'ai pas réalisé tout de suite, c'est qu'à cette époque, le médecin responsable du service de PMI s'appelait Jacqueline de Chambrun, une femme extraordinaire, qui avait fait de la résistance, qui fait partie de ces militants donc de la guerre, c'est une vieille dame, et qui avait une vision politique du soin. Et je comprenais pas toujours ce qu'elle disait, c'est pas toujours facile à comprendre, mais en fait, c'est un peu comme les figures d'Houry, c'est des figures très fortes, qui donnent envie de travailler. Elle avait eu par exemple cette idée que je trouve formidable, à l'époque le département était divisé en 5 ou 6 grandes régions, et chaque médecin responsable pouvait se choisir une tâche spécifique. Donc l'un a décidé de travailler sur la question du plomb, une autre sur la mort subite du nourrisson. En fonction de son désir. Voilà. Et elle lisait les CV des gens qui étaient embauchés et elle repérait sur quoi ils avaient fait leur mémoire, qu'est-ce qui les intéressait. Elle essayait de connaître son monde assez pour savoir sur telle question tu devras aller voir telle personne. Et donc elle a travaillé... Vous ne deviez pas coller à son discours, mais vraiment chaque personne avait son univers en quelque sorte. Et on avait cette chance de pouvoir organiser des formations d'1 semaine pour le personnel des crèches et de la PMI. C'est chouette. Mais c'était... Et elle disait, de temps en temps, il faut faire 4 pas dans les nuages. Puis après, elle nous ramenait au travail. D'avoir travaillé dans un service sous sa direction, ça a été une chance immense. Parce que j'ai réalisé que, en fait, elle n'a été là, je crois, que 5 ans. Moi, j'ai fait toute ma carrière, en fait. Je suis pas partie de ce service de PMI. Et donc, ces 5 années ont donné l'allant pour toute la suite. Et après... Les gens qui travaillaient dans le service, il y avait ceux qui avaient connu Madame de Chambrun et ceux qui ne l'avaient pas connue. C'était vraiment une figure marquante. Vous diriez que c'est, entre autres, la rencontre avec elle qui a lancé aussi les thèmes qui vous parlent et sur lesquels vous écrivez, des articles très cliniques sur vos rencontres en crèche, la question des enfants, mais aussi de la périnatalité, du deuil aussi, vous parlez beaucoup du deuil, de l'intime... Pas aussi précisément que ça, mais il y avait cette part de créativité possible. Et je me rappelle une des premières actions à laquelle j'ai participé, une journée sur l'accueil des enfants handicapés en crèche. Et je me rappelle qu'elle avait dit, jusqu'ici, l'accueil des enfants handicapés a été un accueil sauvage et généreux. Elle avait des formules comme ça, tellement justes. On aurait pu dire aussi, c'est n'importe quoi. C'était plus poétique. Voilà, vous voyez ? Et la question qu'elle posait toujours, c'est comment on peut améliorer le service ? Quand même extraordinaire. C'est quelque chose qui est resté tout au long de vos interventions là-bas ? Ça s'est perdu. Non, c'est comme mes collègues en PMI maintenant c'est du gâchis. Difficulté ? Oui. Moi, je pense que je serais tombée malade si j'étais pas partie. J'ai été en colère tout le temps. J'aurais eu un ulcère, je pense. Par rapport à... colère d'impuissance. Oui, la possibilité d'accueillir qui était plus la même. Ah ouais. Mais c'est pas propre ni aux psychologues ni à la Seine-Saint-Denis. C'est ce que je trouve dramatique partout, c'est la négation de l'expérience. L'expertise, c'est pas un mot que j'aime. De l'expérience. Mais on est dans l'expertise maintenant. Voilà, on est dans l'expertise et l'expérience et la compétence ne sont plus reconnues. Par rapport à l'agrément des familles d'accueil, par exemple, j'ai pu voir 3, 4 équipes de personnes différentes qui disent ça va pas, ça va pas, ça va pas, et c'est pas pris en compte, on n'arrive pas à le faire prendre en compte. On est toujours soupçonné de je ne sais quoi, ou pas écouté, ou les choses se construisent plus avec les gens. C'est une question que je pose à chaque fois.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la clinique aujourd'hui, telle qu'on peut la penser en tant que jeune clinicien, pour les étudiants peut-être qui vont vous écouter? Eh bien, ça dépend des jours. Les jours où je suis en forme, je me dis qu'ils vont trouver. C'est tellement la clinique qui est intéressante, qui est vivante, qui fait du bien, que les gens ne vont pas accepter de cocher des cases et de devenir des robots. Et puis, aussi, je me dis, et tout à l'heure, quand je parlais du groupe de psychologues, il faut vous dire que les psychologues étaient extrêmement méprisés. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai vécu un grand mépris pour les psychologues de crèche et de PMI. On était souvent pris encore comme des stagiaires. Par exemple, quand je rencontrais les gens dans les CMP, ils voulaient me proposer de me prendre en supervision. Vous pouvez écouter ce que je vous dis? Parce que c'était un travail avec les enfants, c'est oui, ça? Et puis qu'on était des femmes, puis on travaillait avec les petits. Et j'ai même une collègue qui racontait qu'elle travaillait à une époque comme psychologue à l'aide sociale à l'enfance. Elle avait été écoutée, et puis quelques années passent, elle travaille après en crèche, elle rencontre la même équipe qui la traite comme une stagiaire. Moi, je me suis vue, je me rappelle, dans une journée de psychanalyse où j'ai voulu amener une situation, on me dit, mais vous n'avez pas accès à l'inconscient. Prends ça dans les dents, cocotte. Donc, nous, on avait ce groupe de psychologues de crèche et de PMI, où on a grandi ensemble, on a appris ensemble. On était tous formés à la psychanalyse, on a fait des trajets psychanalytiques, et on travaille pas du tout comme... moi, mes patients, ils prennent leurs vacances quand ils veulent. Je parle. Oui, c'est bien. Vous jouez aussi, vous dessinez peut-être? Ah non, ça j'ai essayé, j'avais lu Winnicott, j'ai essayé. Je pense que les premières années où on travaille, il faut défaire ce qui relève que du surmoi. Bon, moi j'ai essayé de dessiner, je dessine comme un pied, c'est pas mon truc. Par contre, je suis assez douée pour les jeux de voix. J'avais des grandes conversations avec des bébés, à jouer avec la voix et avec les enfants plus grands, on beaucoup chanté. La voix, la chanson, tout ça, ça marche très fort. Et puis, ça c'était drôle, mais au fur et à mesure que j'ai fait des collages, les enfants qui venaient me voir faisaient beaucoup d'installations dans mon bureau avec du scotch, du papier. On a fabriqué des livres. Enfin bon, ça c'est passionnant. Mais moi, j'ai pas dessiné. On a écrit, mais on n'a pas beaucoup dessiné. Oui, vous avez beaucoup écrit aussi. Ben, j'ai commencé à écrire assez tôt. De toute façon, moi je voulais être écrivain. En fait, c'est pas glorieux, mais je suis devenue psychologue parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Et un métier où on part de bonne humeur, on revient fatigué, mais on part de bonne humeur et où on se sent un peu utile, bah c'est pas si mal. Et comme il a fallu que je continue à gagner ma vie toute ma vie. Et ça continue même maintenant. Oui, bah, l'écriture est un peu partie là, je sais pas. Oui, je sais ce qui se passe, mais bon. J'espère que ça reviendra. Mais oui, très tôt, j'ai commencé à écrire, et puis ça a continué parce que les gens me lisaient. Je crois que les premiers textes que j'ai écrits, c'est sur le secret. Vous pensez que c'est quelque chose de presque nécessaire en tant que clinicien de pouvoir avoir un espace où s'exprimer, que ce soit par l'écriture, le collage ou autre d'ailleurs, mais en tout cas cette part de ce côté artistique? Je ne sais pas. Moi, oui. Il faut pouvoir parler de son travail à quelqu'un ou à quelques-uns, ça c'est évident. Et les activités artistiques ne suffisent pas. Bon, dans les années 90, j'ai travaillé quelques années sur la question des traumas crâniens à l'hôpital La Salpêtrière avec un neurologue le matin, psychanalyste l'après-midi, qui avait obtenu des fonds pour s'intéresser aux malades qui étaient opérés suite à un traumatisme crânien, en offrant à la fois un suivi médical mais aussi un suivi psy. Il s'appelait Joseph Gazangel, cet homme. Ça a été une rencontre déterminante pour moi parce que c'était à Paris, c'était un homme, et on avait un mode de pensée commun. Et ça a été extraordinaire pour moi de pouvoir penser avec quelqu'un, dans une relation autre. C'était pas mon psychanalyste, c'était pas mon superviseur, mais on a travaillé ensemble, et on a fait du bon boulot. Je me rappelle d'un des chirurgiens, des neurochirurgiens, qui n'est pas un bavard, ni un trop branché psy, qui avait dit « Oh, pendant 3 ans, on a eu la paix !» Une belle aventure. Et donc, de ce travail est née une longue amitié, et pendant plusieurs années, on mangeait ensemble une fois par mois, et puis on se racontait nos histoires de patients. J'ai réalisé après coup, pendant ces années-là, ça m'avait servi de supervision, je ne sais pas, faudrait trouver un autre mot. En tout cas, ça me permettait de parler de mon travail à quelqu'un, il faut parler. Et après sa mort, je me suis sentie un peu désorientée, et là j'ai repris avec quelqu'un d'autre.
Et... Il y avait de la transmission possible, en tout cas, entre vous. Oui, d'ailleurs, c'est la personne que je vois maintenant, c'est quelqu'un que je tutoie, à qui je raconte des trucs. J'ai pas besoin de la révérence. Des fois, je lui dis, écoute, j'ai besoin de te raconter, je veux pas être toute seule avec cette histoire, j'ai besoin que quelqu'un d'autre me dise qu'est-ce que ça lui fait, ce que je vais te raconter, est-ce que j'exagère. Des fois, il y a des choses que me raconte un patient, je me dis, moi, je trouve que ça va pas du tout. Et il va me dire, bah oui, c'est complètement fou, mais des fois, je suis pas sûre de moi, enfin bon, bref. D'où l'intérêt, et c'est ce que vous disiez par rapport à l'avenir de la clinique, c'est d'être plusieurs finalement. Ah oui, je pense que les jeunes gens vont inventer des pratiques qui vont inclure plus les SMS, les outils techniques, les podcasts, peut-être qu'ils liront moins, je sais pas, les trucs en Zoom. Moi, je fais pas de consultation par Zoom. J'en fais un peu par téléphone avec des gens que je connais. Je me suis aperçue qu'il y a des patientes pour qui on a fait ça pendant le confinement. Le premier, on ne pouvait pas faire autrement. Oui. Au deuxième confinement, personne n'a souhaité continuer par téléphone. Ah oui. Mais après, j'ai une patiente qui est venue, qui habite loin, qui a des petits-enfants, et je me suis aperçue que ça ne fait pas de différence pour moi, que je l'ai vu là ou que ça a été au téléphone. Alors qu'il y a d'autres patients, je me suis aperçue que je me rappelle pas de ce qui s'est dit quand c'était au téléphone. Mm-hmm. Même pour la supervision, il y en a une que j'ai faite par téléphone, je me rappelle pas, ça s'inscrit pas. Mm-hmm. J'ai toujours dit que j'avais été plus psychanalyste avec les enfants qu'avec les adultes, parce que je ne voulais rien pour eux. J'ai les miens pour vouloir quelque chose, ça me suffit. Et c'est pas que j'aime les enfants, c'est qu'ils m'intéressent. Et les enfants étaient sûrement sensibles à un positionnement différent, mais en tout cas, ça produisait des effets tellement étonnants. Les enfants qui venaient en courant dans mon bureau, les enfants qui me cherchaient, je me rappelle un petit garçon qui avait 4 ans, quand le papa lui avait dit qu'il partait au sport d'hiver, il avait dit « mais je pourrais pas voir Madame Morel ». Bon, moi-même, j'étais étonnée, mais je crois qu'ils investissaient ce lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, avec quelqu'un qui les aimait bien, c'est sûr, mais pas pour moi. Enfin, je sais pas comment dire. Pas comme un parent, finalement, aussi. Pas comme une tante, pas comme une grand-mère. C'est pas affectif. Enfin, c'est pas affectif. Si, quand même. Mais avec cette distance qui permet de voir qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu fais. Et avec les adultes, j'étais parfois plus embarrassée de, comment dire, mes valeurs ou mes idéaux intervenaient plus. Des gens qui tiennent des propos racistes, par exemple, c'était compliqué pour moi. Pourquoi j'ai fait une thèse ? Justement, c'était pour... comment dire ? Très vite, j'ai travaillé et j'ai eu besoin de ce temps pour rapailler toutes mes lectures, remettre de l'ordre. J'ai trouvé que c'était un exercice qui avait été tout à fait salutaire. En plus, c'était un moment où j'avais des butées temporelles à dépasser, qui n'étaient pas faciles à dépasser pour différentes raisons. J'ai pas fait une dépression nerveuse, je me suis pas retrouvée en prison, je suis pas rentrée au couvent. J'ai fait une thèse. De toute façon, je disais, je pars en tête. Et ça a été extrêmement précieux, ce luxe que je me suis donné, de lire Freud, beaucoup de Freud en tout cas, de lire des biographies, de lire des auteurs que je connaissais pas. J'ai eu la chance de travailler avec Monique Schneider, qui est une femme remarquable, pas du tout appréciée à sa juste valeur, qui a appris à rentrer dans les textes de Freud, et ça m'a donné aussi une assise. Un jour, j'avais écrit un article, mais justement sur Freud et l'humour. Dans la même revue, il y avait 2 articles, le mien et celui de quelqu'un qui est passé par toutes les grandes écoles et qui parle lacanienne. Et en regardant les 2 articles, on avait pris les mêmes citations, on avait les mêmes idées. En gros, on avait fait la même analyse. La mienne était lisible par qui voulait lire, et la sienne restait quelque chose d'élitiste. Et ça m'a énormément réconfortée. En me disant, écoute, si toi aussi t'étais passé par toutes ces grandes écoles, tu ferais comme ça. Mais après tout, ta fidélité, elle est peut-être dans le fait que tu écris des choses un peu compliquées, mais de façon simple. Et quel était le titre de votre thèse ? Quand la pudeur prend corps. À l'époque, il y avait Le Monde donnait un prix de la recherche. Et j'ai pu participer à ce prix parce que on n'était pas les uns contre les autres, puisqu'il y avait 5 gagnants. Tous les 5, vous avez eu donc il y a 5 personnes qui ont eu le prix. J'ai été sûrement la plus contente. Je volais. Pour moi, c'était extraordinaire. Puis après, on a été publié au PUF. Oui. Et il y a une autre chose aussi quand j'ai fait ma thèse qui a été importante, c'est que ma soutenance de thèse, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Un grand moment. C'était en septembre 2001, juste après les attentats de New York. Quelques jours après, dans une tour à Jussieu. Et j'ai compris après que probablement les gens avaient envie d'avoir enfin un moment un peu gai.
Donc, moi, j'espérais qu'il y ait 2-3 personnes dans la salle, mais il y a eu des gens debout dans la salle de danse. Et c'est Pierre Fédida, qui était président du jury, qui s'était tourné vers Patrick Guillaumard en disant « Mais qui sont toutes ces femmes ?» Et Guillaumard avait répondu « C'est la Seine-Saint-Denis, monsieur. » Et j'avais l'impression d'ouvrir une porte. Ça avait du sens. Ouais. Oui, ben, mais ce qu'on fait, quoi. Et que ça soit en même temps un exercice de liberté. J'ai travaillé très longtemps avec quelqu'un qui s'appelle Yves Lugrin, qui, quand je lui disais « faut faire comme ci, comme ça », il me disait « qui dit ça? Pourquoi vous dites ça ?» Pour vérifier si c'était moi qui, par mon expérience, ou pensais que c'était bien, ou c'était parce que Dolto l'a dit, ou Lacan l'a dit, ou machin l'a dit. Et ça a été précieux. Ce travail de thèse, il vous a permis des rencontres? Des rencontres de textes aussi. Le séminaire sur l'amour de Perrier. Est-ce que ça a permis des rencontres après? D'abord, ça m'a donné un petit peu d'assurance quand même. Voilà. Et je dois dire que pour la thèse, j'ai eu la chance, mon petit frère avait fait une thèse avant moi. Mon petit frère est physicien. J'étais pas la première de la famille, ça c'était pas mal. On peut pas toujours ouvrir les portes. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Qu'est-ce que ça avait changé? Ça a permis en tout cas que les gens commencent à lire vos textes. Oui, un peu plus. Et puis ça a permis une rencontre aussi qui a été importante pour moi, qui est celle de Laurent Levaguerez, qui est le webmaître du site udic.org, et qui m'a invité pendant plusieurs années, 7 ans je crois bien, j'étais au groupe de lecture, c'est-à-dire que lui il recevait toutes les revues de psychanalyse, et on se partageait les revues, on faisait des comptes rendus, et moi je faisais le papier final. Quand je vous disais que mes rencontres se font par la lecture, c'est-à-dire que j'ai rencontré plein d'auteurs par ce travail, j'ai rencontré des gens de différentes associations, et moi j'ai lu énormément de choses à ce moment-là, de toutes sortes de revues. Alors j'ai encore une question pour vous embêter. Vous m'embêtez pas. Comment vous qualifieriez finalement votre parcours, ou peut-être le travail que vous avez fait? Qu'est-ce que vous retirez de ce parcours-là dans l'après-coup? La première chose que je dirais, c'est que j'ai le sentiment d'être restée fidèle à mes idéaux de jeune femme. Ou, je ne l'ai pas raconté, mais j'ai été en couple très tôt avec un militant marxiste-léniniste de la plus dure espèce, qui se préparait à noyauter je ne sais plus quelle industrie, comme ça se faisait à l'époque. Et je me rappelle, je lui disais, écoute, toi, tu organiseras les gens pour ça. Moi, un par un, je les aiderai. Je suis restée assez fidèle à ça. Et je me rappelle, dans mes moments d'ambition et de prétention, je voulais être la meilleure psychologue clinicienne de Seine-Saint-Denis. En fait, mon école secondaire, c'est qu'une école de filles. On venait toutes de familles où personne n'était allé à l'école. C'était compliqué de faire des études et on n'était sûrement pas, aucune n'était née pour faire des études longues. Et cette chance qu'on a eue d'avoir les meilleurs profs qui ont cru en nous, qui nous ont offert cette chance d'apprendre, eh ben, je crois que c'est ça que j'avais envie de redonner. D'y croire. Ça, je suis restée engagée, décalée. La théorie ne m'intéresse que si elle sert à faire avancer les choses. Je essayé hier avec une collègue. Je comprends le lacanien, mais je le parle pas, et je crois que j'ai jamais eu envie de le parler. Et par contre, je pense que Est-ce qu'on change de milieu? Oui et non. Mais je pense que le trajet que j'ai fait de moi quelqu'un d'assez accueillant. Je peux confirmer. Et l'autre chose, c'est que ce que m'a permis le fait de venir en France, et souvent je disais ça de Lacan, avec toute l'ambivalence que je peux avoir, c'est un autre sujet, mais les gens qui suivaient Lacan sont des gens qui aimaient la folie. La psychanalyse que je connaissais aux États-Unis, où les approches n'aiment pas la folie. Et c'est là qu'on rejoint la question de l'art. C'est-à-dire que moi j'aime la marge. Quand je faisais des comparaisons entre le Québec et la France, je disais, je pense qu'au fond je me sens mieux en France. C'est pas que le pays est mieux, mais la marge est plus large. Parce qu'il y a plus de monde, parce qu'il y a autant de gens dans l'Île-de-France qu'il y en a dans tout le Québec. Donc pour trouver des semblables ou des interlocuteurs, ben, on se donne rendez-vous à Châtelet, chacun est au milieu, avec les transports en commun, c'est facile. Mais quand on est à Montréal et que le correspondant est à Rimouski, au fond de la Gaspésie, c'est compliqué. Mm-hmm. Voilà, j'aime la marge. Eh ben merci. Merci beaucoup pour cet échange, très, très précieux aussi. Et ces différents liens que vous avez pu faire. J'ai oublié des choses. Au plaisir d'en rediscuter avec vous. Oui.
Défendre l'intime tout en vous transmettant ses valeurs et son engagement, voilà l'enjeu de cette rencontre avec Josée Morel-Saint-Mars. Une rencontre particulièrement touchante de par sa délicatesse et son humilité. J'espère que par son histoire, vous avez pu entendre l'importance de pouvoir écrire et dire des choses compliquées mais de façon simple. Parce que c'est en parlant de nos histoires et de nos ratages aussi, comme elle le dit, qu'il est possible de travailler ensemble et de penser la clinique. C'est peut-être dans les marges que s'écrivent les choses les plus importantes. Histoire de psy, ça vous a plu ? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.